Bonjour et bienvenue sur votre émission dominicale Week Echo. Il y a un phénomène qui secoue depuis peu l'école béninoise, notamment l'enseignement secondaire. Il s'agit de la rétrogradation de certains apprenants de classes d'examen par des chefs d'établissement au motif qu'ils n'auraient pas le niveau requis. Le phénomène avait cours dans le département de la Liborie et il a fallu l'intervention du directeur départemental de l'enseignement secondaire pour faire cesser ces actes dits contraire aux tests en vigueur dans le sous-secteur. Au décryptage, on va marquer un arrêt sur le sujet pour comprendre les bien-fondés de ces actes-là. Et nous irons ensuite dans le plus grand marché à ciel ouvert de l'Afrique de l'Ouest, le marché d'Antokpa, où transitent de nombreux commerçants de la sous-région. Ce marché, loin d'offrir des opportunités d'affaires, est aussi un véritable outil de promotion de la destination Bénin, mieux une mémoire à sauvegarder pour la postérité. C'est ce qu'a compris notre invité du dossier de la semaine, qui y a consacré 5 années de sa vie. Pourquoi faire? Nous en parlerons avec lui dans une vingtaine de minutes. Mais avant tout cela, on installe le mini-journal. À la présentation, c'est Nadège Omolade Sani. Bonjour à tous, bienvenue dans le mini-journal de ce dimanche sur Week Echo. S'investir dans l'entrepreneuriat pour booster la croissance économique est une option aujourd'hui très prisée par de nombreux jeunes en fin de formation. Ils s'orientent vers ce secteur sans trop savoir ce qui les y attend. Quelles sont les filières d'opportunités qui s'offrent à ces jeunes? La réponse dans ce reportage de Patrick Adjaboudjou. Des jeunes diplômés sortis des universités, le Bénin en compte par vagues de milliers chaque année. Sur le marché du travail, certains s'orientent vers l'entrepreneuriat, mais peinent à faire le choix des filières d'opportunités. Nous sommes actuellement à l'étape de l'économie numérique. À cette étape-là, les jeunes doivent vraiment s'investir là-dedans parce que l'économie numérique a son mot à dire dans le développement économique des États. Ce qui manque à l'Africain, c'est se nourrir à partir des produits fabriqués par eux-mêmes. Donc nous cultivons, mais nous ne transformons pas. Jusqu'à l'heure où nous parlons, la vallée de l'Ouémé est restée là, inactive. Personne n'y pense. Pour grandir et rester présent dans le temps sur le marché du travail, le jeune entrepreneur a besoin d'une formation en management et gestion de l'entreprise. Pour aider les jeunes à se prendre eux-mêmes en charge, c'est lancer des marchés de formation. Mais pas formation en entrepreneuriat où on fait business plan. Non, c'est pas ça. Entrepreneuriat, c'est amener la personne à devenir entrepreneur dans sa façon de penser, dans sa façon de réfléchir. Et pour former les jeunes à aller dans l'entrepreneuriat, il faut des gens qui ont réussi dans l'entrepreneuriat. On ne peut pas prendre un professeur d'université qui n'a aucune entreprise pour venir former les gens à créer une entreprise. Pour ceux d'entre les jeunes qui optent pour l'entrepreneuriat, certains bénéficient d'un accompagnement financier, mais utilisent souvent ces fonds à d'autres fins. Quand même on les accompagne pour dire voilà, nous vous mettons à disposition des fonds pour le projet que vous avez monté. Il faut que ces fonds soient utilisés exclusivement pour le projet et que les rubriques qui sont inscrites au niveau du projet soient respectées à la lettre. Avoir une vision, se donner les moyens et se prendre au sérieux, des qualités parmi tant d'autres pour réussir en entreprise. Dans ce Cotonou, j'ai fait J'ai l'honneur, j'ai fait Fonds de solidarité nationale pour l'emploi, j'ai fait programme campus, j'ai fait tout ça. Mais c'est à programme campus que quelqu'un m'a insulté. Je lui ai dit, les clients sont prêts. Si vous me donnez le financement, les clients sont là. Et il m'a répondu, si les clients sont là, ils n'ont qu'à commander. Tu prends la commande pour acheter les machines.
Il pensait me contraindre avec ça. J'ai appliqué ce qu'il a dit et j'ai démarré l'entreprise sans financement. C'est au Bénin ici qu'on a inventé l'entreprise sans financement. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, c'est utilisé. Je voudrais dire à tous les jeunes qui m'écoutent, je suis jeune. Toi aussi, tu peux réussir. Mais il faut que tu arrêtes les pertes de temps dans WhatsApp, dans des messages qui n'ont pas de sens. Non, il faut te prendre au sérieux dès maintenant. Il faut se donner les moyens de réussir. Le défi est considérable et il ne fait nul doute que les jeunes ont des capacités et une volonté pour entreprendre. Chaque génération est le produit de son époque et il serait bénéfique d'inciter les jeunes vers l'entrepreneuriat afin qu'ils puissent participer à la croissance économique. L'utilisation quotidienne de l'Internet induite par l'évolution du numérique nous emmène de plus en plus à exposer nos données personnelles. Et chaque jour, des milliers de données personnelles transitent via le cyberespace, d'où la nécessité de veiller à leur protection. Rodrigue Babagbeto. Qu'il s'agisse des informations telles que le nom, le prénom, la photographie du visage ou encore la date de naissance, l'adresse du domicile, le numéro de téléphone ou bien d'autres, les données à caractère personnel constituent aujourd'hui le nerf de la guerre. Lorsque vous vous connectez, vous allez sur certains sites, vous faites des recherches, vous ne payez rien et vous pensez que c'est gratuit. En fait, lorsque vous vous connectez, il est évident que celui qui prête le service en tire également un profit. Le profit, ce sont vos données. On remarque que les utilisateurs prennent beaucoup de risques. On vous pose des questions, vous répondez. Comment vous appelez? Quelle est votre adresse? Quel est votre souci? On vous pose beaucoup de questions, vous répondez. Le revers, c'est que vous avez vos informations qu'on va utiliser par la suite à des fins de publicité ou à d'autres fins. Et ces informations sont utilisées sans l'accord du propriétaire. Bien gérer ces données est donc un impératif. Ne pas le faire a des enjeux d'ordre financier, économique, mais aussi réputationnel pour les personnes physiques, les entreprises et les gouvernants ne sont pas du reste. Notre autorité travaille avec les administrations. Nous travaillons avec tous les opérateurs, toutes les entités qui collectent des informations personnelles, les banques, les assurances. Et chaque administration aujourd'hui, c'est ce qui est mis en place, a un représentant désignés que nous appelons les délégués à la protection des données personnelles. Et ces personnes sont des personnes référentes pour nous avec lesquelles nous travaillons. En ce qui concerne la régulation proprement dite, nous travaillons avec les opérateurs GSM et à leur expliquer qu'il y a des précautions à prendre. Les précautions de sécurité physique, de sorte que nos données qui sont collectées ne puissent pas servir à d'autres fins ou à des fins pour lesquelles elles ne sont pas collectées. La Journée mondiale de protection des données personnelles vient rappeler aux consommateurs leur rôle premier dans la cyberdélinquance. Dans un contexte de cybercriminalité croissante et toujours plus difficile à parer, il faut être vigilant, ce qui implique éviter les mots de passe faibles, les Wi-Fi publics, les applications mobiles malveillantes et surtout garder ses données personnelles loin d'Internet. À mesure que le monde se numérise à grande vitesse, le papier résiste encore au digital mieux. Malgré que le numérique change les usages, le papier garde toujours sa place dans bon nombre d'administrations. Evra Anani s'y est intéressée dans ce reportage que je vous invite à suivre. 398 millions de tonnes de papier sont consommées dans le monde chaque année. Et ce n'est pas tout. Selon le magazine The Economist, ce sont près de 15 000 milliards de feuilles qui sont imprimées via les imprimantes chaque année. Au Bénin, un employé imprime en moyenne 28 pages par jour. Ces statistiques impressionnantes correspondent bien entendu à une moyenne. Le papier a été utilisé pendant plusieurs années comme un support indispensable pour la diffusion et la transcription des données. Certaines sociétés continuent d'imprimer de gros rapports afin de les consulter sur un support physique plutôt que sur ordinateur. Les vieilles habitudes ont la peau dure. C'est un peu difficile aujourd'hui pour nous de travailler sans papier. Une société qui n'utilise pas de papier, c'est un peu comme une société qui n'a pas de mémoire, qui n'a pas d'archives. Donc aujourd'hui, le papier est très indispensable pour nous. Nous sommes dans une activité où
nous faisons les appels d'offres. Et pour les appels d'offres, il faut obligatoirement déposer les dossiers sur support papier. Donc, nous tournons autour de 70 à 75 rames par mois. Néanmoins, il existe quelques astuces pour réduire la consommation de papier au sein d'une entreprise. Au niveau de la poste, les marchandises qu'il y a, d'abord, il faut du papier. Les clients doivent envoyer la lettre au fournisseur qui va envoyer maintenant un certain nombre de catalogues, de grands catalogues, dont les catalogues Les Redoutes, qu'on ne reçoit plus. Donc aujourd'hui, le client va directement, il se connecte, il fait sa commande et il fait le mandat électronique et après ce n'est que le colis qu'on reçoit ici. Donc déjà, ça fait déjà un effort pour diminuer le papier. Aujourd'hui, nous sommes à l'aide du numérique et avec l'Internet, vous pouvez envoyer, recevoir des fichiers numériques dont l'utilisation est très facile, même plus facile que le papier. Donc nous sommes en train de mettre en place certaines dispositions pour pouvoir venir là. Bien vrai que ça coûte un peu pour la société, mais nous n'avons pas le choix aujourd'hui. Réduire sa consommation signifie moins de papier, moins d'imprimantes à maintenir en fonctionnement et moins de cartouches d'encre à jeter. À l'heure du réchauffement climatique, la dématérialisation de documents est la solution pour pallier cette problématique. C'est la fin du mini-journal de ce dimanche. Ne zappez surtout pas. Week Eco se poursuit avec Ilvaïs Balogun. Et comme vous le savez, Week Eco se poursuit avec à présent la revue de presse économique. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans la revue de presse économique de Week Eco. Perspective économique du Bénin, le quotidien La Nation aborde les grands axes de la gouvernance 2021-2023. Les scénarios projettent la croissance entre 4,1 et 7,8% par an, selon le document de programmation pluriannuelle. Dans cette perspective, le rythme de création de la richesse dans l'économie devrait s'accélérer sur la période comme entre 2016 et 2019. Pour ce faire, le gouvernement entend continuer à moderniser ses services qui s'occupent de la collecte de l'impôt et favoriser les activités économiques en vue de la mobilisation des recettes de l'État. L'agriculture, la santé, les infrastructures, l'éducation de qualité, l'accès au numérique et le tourisme restent des secteurs prioritaires devant concentrer la réalisation de grands projets. Sur un autre plan, le quotidien de services publics nous apprend que 200 milliards de francs CFA d'investissement sont prévus dans le cadre du processus de dragage du lac Aimé et ses chenaux. Un investissement d'envergure qui mettra fin à l'ensablement du lac. Les travaux vont démarrer vers la fin du premier trimestre de l'année 2021. Le projet répond à la protection de l'environnement et toutes les dispositions sont prises pour augmenter la productivité du lac à travers les techniques de dragage. Et parlons de financement, l'autre quotidien annonce que le Japon met une cagnotte de 18 milliards au profit du Bénin. Ceci dans le cadre du démarrage des travaux de construction de l'échangeur de Védocor. L'infrastructure permettra de diminuer le temps d'attente des usagers de la route, les cas d'accident et de rendre la circulation plus fluide. Ajustement tarifaire des coûts de l'électricité au Bénin, la SBEE et l'ARE s'expliquent et rassurent les consommateurs. C'est ce qu'on peut lire en manchette de l'autre quotidien. Le journal rapporte qu'au cours d'une émission télévisée, l'autorité de régulation d'électricité et la société béninoise d'énergie électrique ont éclairé l'opinion sur les enjeux des nouveaux tarifs et l'importance d'une telle décision. Il ressort de leurs explications que le relèvement tarifaire est une exigence de la plupart des partenaires techniques et financiers en vue de s'assurer de l'équilibre financier du secteur et d'améliorer durablement ses performances. Matin Libre s'intéresse au même sujet et précise que depuis 11 ans, les prix d'électricité n'ont pas été revus au Bénin et que ce relèvement tarifaire est également une des exigences qui conditionnent le décaissement des fonds du MCA Bénin 2.
La presse du jour, quant à elle, parle d'une mesure souple qui garantit la viabilité du secteur aux consommateurs. Des choix ont été faits pour l'amélioration de services aux populations et aux entreprises avec la suppression des délestages et l'amélioration des performances de la SBEE. Lutte contre la Covid-19, un projet d'acquisition de vaccins proposé au Bénin. L'information est à lire à la une du journal La Nation. Le quotidien rapporte que la France propose au Bénin d'intégrer le projet COVAX qui offre la possibilité aux populations les plus défavorisées d'avoir accès aux vaccins contre le coronavirus. Fin de cette revue de presse. Merci et à bientôt. Merci à vous, Amandine Agnamosu. Et les confrères sont déjà en place. On installe à présent le décryptage. Et comme je le disais à l'entame de cette émission, des chefs d'établissement dans le département de la Liborie ont été rappelés à l'ordre par le directeur départemental de l'enseignement secondaire pour avoir rétrogradé des apprenants des classes d'examen sous prétexte qu'ils n'avaient pas le niveau requis. Eh bien, cette situation à polémique nous intéresse ici sur ce plateau. Et avec moi, je suis avec Hubert Diogué. Hubert, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Merci à vous aussi. À côté de Hubert, Benoît Wandja est également là. Benoît, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. C'est moi. Alors Benoît, comment est-ce que vous comprenez le fait que des chefs d'établissement décident comme ça de rétrograder des apprenants qui sont en classe d'examen? Oui, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que je leur prête bonne foi et je me dis que ce n'est pas par méchanceté. Ce n'est pas une méchanceté gratuite que de dire, bon, toi tu n'iras pas à l'examen, toi tu peux y aller, ainsi de suite. Je me dis que c'est un tout en fait. Et ça, je vous remercie de m'avoir invité particulièrement parce que dans le temps, j'avais dit, face à ce qu'on peut appeler des échecs scolaires en fin d'année, s'il fallait punir, si on demandait à la population de punir, je n'étais pas sûr que la punition allait commencer par le directeur d'école. Ouais. C'est un tout. Donc, aujourd'hui, les directeurs, il n'y a que les directeurs qui ont l'épée de Damoclès sur leur tête, alors que c'est tout le système qui est défaillant. Ouais. Quand vous voyez, excusez du peu, quand vous voyez un gouvernement qui met à la disposition des apprenants ou d'une école des enseignants en janvier et qui en fait un événement alors que l'année a commencé en septembre, vous comprenez que ça va mal. Et vous comprenez encore mal pourquoi en fin d'année, c'est le directeur qui est puni parce qu'il n'aurait pas eu tel pourcentage de réussite, il n'aurait pas eu ci. Et donc, dans l'idée d'avoir ce pourcentage-là, le directeur, c'est vrai que je ne les dédouane pas. Je ne les dédouane pas, mais je me dis, dans la peur de ne pas avoir ce pourcentage, il se dit, je ne compte pas sur tel et tel élève, il vaut mieux. Et oui, donc je présente sur peut-être 50 élèves, je présente les 30 sur lesquels je suis plus ou moins sûr que je peux avec eux dépasser les 50 ou je ne sais pas, le pourcentage qui est fixé. Donc, je me dis que c'est un tout. C'est un tout et le directeur départemental a bien fait de les rappeler à l'ordre, mais il y a beaucoup de personnes qu'on doit rappeler à l'ordre. Hubert Diogué, alors vous, quelle est la perception que vous avez de cet acte-là? D'abord, c'est une pratique qui est avec ou dans les privés, dans certains privés, pas dans tous les privés, depuis des années. Et avec l'avènement de EducMaster, cela a réduit un peu cette pratique-là. Moi, personnellement, je pense que ce n'est pas bien de rétrograder un élève qu'on a jugé ayant le niveau de la classe de 3e, qu'on a déclaré passant dans cette classe-là. C'est vrai, le gouvernement n'a pas à temps affecté des enseignants dans certaines classes, bon, sinon dans la grande majorité des classes de la Liborie. Nous sommes dans la Liborie, nous ne sommes pas dans le littoral ni dans l'Ouémé où c'est encore gérable. Nous sommes dans la Liborie où même jusqu'à quelques semaines, il y avait encore des classes sans... Voilà, donc c'est un département lésé
par rapport à la qualité de l'enseignement. Et donc, et voilà que le chef d'établissement a le devoir de donner un bon résultat, alors qu'il a des enfants, des apprenants qui n'ont pas d'enseignants. Oui. Alors, donc, ce n'est pas, comme Benoît l'a dit, et je vais dans la même direction, dans le même sens que Benoît, il a pleinement raison, seulement que un enfant qu'on a déclaré passant, on devrait trouver des moyens, même si... On va y arriver. Vous avez dit quelque chose qui m'a intéressé tout à l'heure. Vous disiez que c'est une pratique qui avait cours dans certains établissements privés. Alors, on fait passer l'apprenant et en pleine année scolaire, je ne comprends pas. Mais pour quel motif? Non, mais dans certains privés... Parce qu'on ne peut pas dire que l'apprenant n'a pas le niveau. Exactement. On l'a fait passer, vous l'avez dit. Oui, exactement. Vous savez que les privés, c'est le commerce en griffe. Oui. Ils ne sont pas là pour offrir des services éducatifs à 100%, objectifs. Oui. Donc, il faut également avoir des effectifs pour pouvoir avoir plus de recettes. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Bon, certains privés, je le dis bien sûr, certains privés. Oui. Alors, ces privés-là choisissaient les meilleurs qu'ils présentaient. Juste à la fin du premier trimestre, lorsqu'ils font les évaluations, ils calculent les moyennes, les apprenants qu'ils jugent n'ayant pas atteint le seuil qu'eux, ils décident, alors ils appellent les parents, ils négocient avec les parents, et l'apprenant là, soit il va à l'examen en mode candidat libre ou carrément le collège ne le présente pas. Vous voyez, pour avoir, ils peuvent avoir 50 élèves dans une classe et en présenter juste 42. Les 42 sur qui ils comptent. Certains, voilà, ils comptent sur ceux-là. Et quand l'État sort, il faut la publicité. Nous avons eu 100%, nous avons eu 100% et tapage autour. Et les parents accourent sans savoir qu'il y a il y a ces subtilités-là. Voilà. Mais tricher ainsi avec l'éducation des enfants, je ne sais pas, c'est préjudiciable. Oui, c'est très très préjudiciable. Et comme Benoît a commencé par le dire, c'est un tout. C'est un tout. Dans un passé récent, mais vous savez que tout était aussi laissé comme ça, c'est vrai, avec le gouvernement qui est là. Il y a quand même un peu de suivi, mais ça a été encore plombé avec cette affaire d'aspirana et bon, tout ça là, vous voyez. Sinon, normalement, un apprenant qui a été déclaré passant régulièrement, on devrait quand même travailler de manière à l'aider à avoir la maîtrise des notions pour pouvoir répondre favorablement devant les épreuves qui lui seront présentées à l'examen. Alors Benoît, l'apprenant a été déclaré passant, donc on estime qu'il a le niveau pour faire la classe supérieure. On se retrouve après les premières évaluations, l'enfant n'a pas forcément le niveau. Est-ce qu'il ne faut pas, comme l'a dit Hubert, est-ce qu'il ne faut pas travailler à relever le niveau de l'apprenant que directement de décréter ainsi au motif peut-être qu'on veut avoir de meilleurs résultats en fin d'année? Oui, c'est une pratique qui relève, disons, de la mauvaise foi de certains promoteurs d'écoles. J'ai deux cas, je vais juste vous donner un exemple. Une mère de famille qui a régulièrement fait inscrire son enfant dans une école. L'enfant régulièrement était déclaré admis. Mais c'est quand l'enfant est arrivé en classe de CM2, donc il y avait le CEP à passer, que les responsables de l'établissement ont appelé la maman pour lui dire, bon, en toute vérité, votre enfant, il va falloir qu'il retourne au CE2. Au CE2, pour avoir le niveau. Mais la maman était tombée des nues. Et ce que je vous dis là, c'est à la limite, c'est un film que j'ai vécu en direct. La maman était tombée des nues. La seule question qu'elle a posée, elle a dit, mais l'enfant n'est pas venu d'un autre établissement où vous allez dire, bon, là-bas, il n'a pas été bien encadré, mais c'est vous qui l'avez gardé dès le départ et qui régulièrement, chaque année, le déclare, était en train de nous dire que l'enfant travaille. Vous l'avez régulièrement déclaré admis. Et maintenant qu'il y a l'examen à passer, qu'est-ce que vous me dites là? Mais c'était genre à prendre ou à laisser, quoi. Eux, ils disent non, l'enfant n'a pas le niveau, il ne fallait pas le présenter au CEP, qu'il fallait aller au CE2.
Donc cet enfant a dû repartir au CE2 pour remonter encore dans un autre établissement, bien sûr. La maman a dû partir, mais elle s'est dit... Mais la maman était en droit là d'assigner ce Bon, vous savez, au Bénin, on n'a pas toujours le réflexe de la justice. Déjà, nous-mêmes, nous avons peur de la justice. Donc, aller signaler quelqu'un à la justice, ce n'est pas tellement dans nos habitudes. Donc, la maman était... plus ou moins, je vais dire, consciente du fait que son enfant, donc, finalement, n'a pas le niveau CM2. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Le premier réflexe, elle a dû enlever l'enfant de cet établissement, mais l'enfant a dû reprendre au CE2 pour effectivement se retrouver. Parce qu'effectivement, l'enfant se perdait dans la classe de CM2. Mais là, donc, ça, c'est un péché contre cet enfant, par exemple. La responsabilité est aux instituteurs que l'enfant a eu durant son cursus. Et à tous les responsables de l'établissement, en fait. Oui. Comme Hubert l'a dit, vous ne pouvez pas régulièrement déclarer un enfant admis et à un moment donné, vous-même, vous vous réunissez pour dire il n'a pas le niveau. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour que sur son bulletin, on écrive admis. Les notes sont venues d'où? Comment il a fait pour avoir ces notes-là qui lui ont permis? Donc, vous voyez un cas pratique pour vous dire que c'est effectivement une pratique. On essaie de montrer aux parents que oui, l'établissement, c'est l'établissement qu'il faut pour vos enfants. Si vous venez ici, c'est 100% d'admis, ainsi de suite. Mais tout ce qui se passe derrière, c'est à la limite scandaleux. Oui. Alors, on a évoqué le cas des enseignants qui n'étaient pas encore disponibles, notamment dans le département de la Liborie. On continue de pourvoir aux enseignants dans certaines classes. Est-ce que ça peut expliquer la chose? Ça ne peut pas. Non, ça explique. Ça explique. Vous imaginez, vous êtes en classe d'examen, vous n'avez pas un prof de maths, et à l'examen, vous savez que les épreuves de maths, physique et autres, en tout cas pour moi, c'était ma bête noire. Donc vous imaginez que je puisse faire 3 mois sans professeur de maths et que je sache que j'ai maths à l'examen. Non, disons-nous la vérité, c'est ce qui arrive parfois. On voit le prof, il vient peut-être en janvier ou en février et les enfants vont à l'école jusqu'à dimanche. Dimanche, vous voyez des enfants qui vont à l'école. Pour quel rendement? C'est la question qui reste posée. Aujourd'hui, les enfants n'ont plus ce que nous on avait dans le temps. Mercredi soir, vous n'avez pas cours. Samedi, dimanche, c'est le week-end, vous n'avez pas cours. Aujourd'hui, mercredi soir est considéré comme jour de cours ordinaire pour les enfants. Samedi est considéré comme jour de cours ordinaire pour les enfants. Et comme je vous dis, dans certaines zones, le dimanche est considéré en partie comme jour de cours. Et quand l'enfant finit de faire tout ça, il est saturé par ce système qu'il a mis contre sa volonté dans cette forme d'étude où on n'a pas une seconde pour s'amuser un peu. Vous pensez qu'il aura un bon rendement à l'examen? Non, moi je pense que non. Et donc, quand ça se passe comme ça, on dit le directeur d'école n'a pas réussi à avoir le pourcentage. Sans s'assurer au préalable que toutes les tout conditions soit mis à sa disposition pour sortir ce pourcentage escompté. Mais est-ce que... Oui, il y a également un autre phénomène. Et ça se passe souvent en 3e. Lorsque votre enfant fait la série scientifique, en tout cas le modèle cours où ils font maths, physique et tout ça, lorsqu'après les premières évaluations, les chefs d'établissement voient qu'en physique, l'enfant ne répond pas systématiquement, même parfois sans vous informer, on lui change de série, on l'envoie en ML, où il fera espagnol ou allemand. Alors que nous sommes en train d'aller vers un système éducatif où c'est les lycées qui sont en vogue. Et donc, votre enfant, lorsqu'il a le BPC modèle long, ML là, il ne pourra plus faire le test d'entrée au lycée. Et les parents se retrouvent dos au mur. Donc, c'est des pratiques qui sont déguisées, qui sont en vogue dans certains établissements privés. On peut appeler ça une faute professionnelle? Bon, je ne peux pas qualifier. Si le directeur départemental en arrive à interpeller les chefs d'établissement, il dit même que c'est contraire au test. Au test, oui. On peut dire que ces chefs d'établissement doivent subir peut-être même la rigueur de la loi. Peut-être même que le ministère devrait prendre des mesures. Eh oui, mais il pourra se justifier parce que Benoît a déjà tout dit. Benoît a déjà tout, c'est un tout. Voilà, le chef dans les privés, il n'y a pas trop de problèmes. Parce que dans les privés, ils savent comment ils gèrent leurs choses.
Mais dans les publics là, toi-même, en tant que chef d'établissement, tu sais que tu as le devoir de donner un taux de rendement donné à la fin de chaque examen. Mais voilà que dans le même temps, on ne t'affecte pas les enseignants qu'il faut dans les délais qu'il faut. Bon, comment tu vas faire? Au risque de devoir décharger et ton nom public dans la presse, comme cela se passe sur les réseaux sociaux partout aujourd'hui, comme ça se passe. Ouais. Donc c'est compliqué. On peut comprendre que ces chefs d'établissement-là étaient en droit de faire ce qu'ils ont fait. Non, comme je l'avais dit au départ, on ne justifie pas à leur place, on ne leur donne pas raison de faire ce qu'ils ont fait. Mais on essaie de comprendre un peu leur souffrance en fait, leur souffrance, ce qui les a amenés à prendre une telle décision. Et nous espérons que sur toute la ligne, que chacun puisse jouer son rôle. En fait, c'est un péché contre les enfants. Vous voyez un enfant qui s'est dit, j'ai pu parvenir contre vents et marées, c'est pas facile de se lever tôt en temps d'harmattan, ou peut-être il pleut, il faut y aller, ainsi de suite. Et si dans la classe, et vous êtes en classe d'examen, et souvent c'est au moment de constituer les dossiers. Donc, vous avez commencé la classe comme tout le monde et c'est vers janvier qu'on vous dit, vous ne pourrez pas aller à l'examen. Et parfois, c'est à la limite, c'est du sadisme. C'est-à-dire que devant vos camarades et autres, on dit, vous n'avez pas le niveau pour aller à l'examen. Mais vous êtes dans la même classe. Comment ça peut se justifier? Donc, je pense que le directeur départemental, il a joué son rôle. Parce que lui, en tant que directeur départemental, il a vent de ce genre de phénomène, il ne peut pas se taire, il ne peut pas laisser comme ça les directeurs torturer les enfants. Mais il ne devait pas laisser le système torturer les directeurs non plus. Donc c'est pour ça que j'avais dit qu'il faut que tous les acteurs puissent jouer pleinement leur rôle. Ce problème va bien au-delà même du directeur départemental, ça va au niveau même gouvernemental, du ministère. C'est là où même la politique de l'éducation est pensée que ce problème va. Bien sûr. Et il y a même une solution que je voudrais proposer, si vous le permettez. Dans les privés, il y a certains privés, lorsqu'ils découvrent de pareils apprenants qui n'ont pas le niveau pour pouvoir affronter avec succès l'examen, ils appellent les parents, ils mettent les parents à contribution pour qu'ils puissent avoir des répétiteurs. Bon, normalement, ce n'est pas nécessaire. On peut même si on travaille bien avec l'apprenant, et on fait les cours de renforcement qui sont faits dans les écoles et tout ça, ça peut quand même corriger un peu l'état de l'apprenant. Mais au pire des cas, demander aux parents, il y a des privés qui demandent aux parents de prendre des répétiteurs dans certaines matières spécifiques pour remonter la pente au niveau de l'apprenant. Mais nous sommes dans la librairie, n'oublions pas, les parents, nous savons les moyens et tout ça pose problème. Et donc dire encore à un parent d'aller prendre un répétiteur dans ces conditions, mais rétrograder l'apprenant sans l'avis du parent aussi, ce n'est pas bien. C'est grave. Parce que le parent qui investit de l'argent sur son enfant chaque année, il s'attend à ce que l'école lui donne satisfaction. C'est extrêmement grave. Et l'exemple que Benoît vient de donner avec éloquence traduit la gravité de la faute. Ça, c'est impensable. Je passe régulièrement, vous me dites que je ne peux pas aller à l'examen pour lequel je suis là, dans la classe, avec mes camarades, et devant mes camarades, en plus, c'est même un problème psychologique qu'on peut même créer à ce moment-là. Vous détruisez l'enfant. Oui. Et les parents doivent porter plainte. Non, en fait, souvent, les gens ne le font pas à l'insu des parents. Mais on met le parent devant le fait accompli. Voilà, on t'appelle, on dit, bon, monsieur, vraiment, nous sommes désolés, mais votre enfant n'a pas le niveau. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous dites, bon, ok, il n'a pas le niveau, mais mettez-le quand même, il va aller à l'examen. Vous êtes un peu gêné. Vous vous dites, bon, comme il n'a pas le niveau, qu'est-ce qu'on va faire? Un parent qui paie la scolarité chaque année, si on lui dit ça, il doit être frustré. Non, il est frustré. Il est frustré, mais il n'a pas le choix. Je ne peux pas accepter ça. En fait, le directeur qui vous dit que votre enfant n'a pas le niveau,
vous propose en même temps que cet enfant-là, on va lui permettre d'avoir le niveau, on va peut-être le laisser faire encore une année. Donc, il a déjà les solutions. Il ne vous laisse même pas. Et rien ne vous dit d'ailleurs que ces solutions-là sont les meilleures. Il ne vous laisse même pas le temps de dire non, maintenons-le. En fait, le maintenons-le là n'existe pas. Donc, c'est comment on va faire pour que l'enfant, soit on le ramène en classe inférieure ou soit on le laisse encore dans cette classe-là, mais pour une autre année. Donc, les parents sont étouffés en fait. Et le parent, comme il l'a dit, dans certaines zones reculées, c'est le directeur qui a parlé. Donc le directeur connaît l'enfant. Il a dit, à la limite même, il y a des enfants qui sont doublement traumatisés. Parce qu'arrivé à la maison, son papa ou sa maman dit, toi tu n'as pas le niveau. Comment tu as fait pour ne pas avoir le niveau? Mais ce n'est pas la faute de l'enfant. L'enfant a pensé avoir le niveau parce qu'on lui a dit chaque fois, du CP jusqu'au CM2 par exemple, on lui dit que tu as le niveau. Puisque quand il amène son bulletin à la maison, on dit leçon sûre, on met des trucs, on dit oui, en français, tu as peut-être 8 sur 10, et ainsi de suite. Pour finalement, en classe d'examen, s'entendre dire qu'on n'a pas le niveau, vous voyez, c'est des péchés contre les enfants et même contre les parents d'élèves. Les parents d'élèves. Oui. Il faut interpeller même l'État au plus haut niveau qui ne pourvoit pas à temps aux enseignants dans les salles de classe. Forcément, parce que le programme, il y a un programme qui doit être exécuté en 9 mois. Et comment est-ce que, par quelle magie, en 5 mois, on pourrait exécuter un programme qui est difficilement exécuté en 9 mois. Et quand on sait qu'on va vers l'harmonisation dans la sous-région, voilà, ça pose encore un grand problème. Si on n'est pas au niveau, nos enfants risquent de... Mais ce problème-là va être réglé bientôt parce que quand j'analyse un peu l'option prise par le gouvernement de transformer certains collèges en lycées et de démultiplier les lycées dans toutes les communes, vous allez voir que il y aura des aspirants qui ne seront même plus recrutés. L'État n'aura plus besoin d'eux dans les lycées. Vous voyez, ceux qui enseignent la géographie, par exemple, SVT, des matières qui ne sont pas du tout enseignées dans les lycées, vous voyez, ceux-là vont disparaître. Il y a des matières qui vont disparaître. Vous voyez, donc je crois que si on en arrivait là, ça allait régler un peu le problème. À part que ça va augmenter le nombre de chômeurs. Eh oui, et on aura pu également ceux-là qui préfèrent la littérature, comme nous autres, on a la littérature. Mais il y en aura moins. Les collèges d'enseignement général existeront toujours, mais il y en aura moins. Il y en aura moins. Merci à vous, chers confrères. Hubert Djogué, merci d'être passé sur ce plateau. Benoît Wanda, merci également d'être passé sur ce plateau. On installe à présent le dossier de la semaine. À présent, on s'intéresse à ce chef-d'œuvre réalisé par un photojournaliste et qui met en lumière le marché d'Antokpa, ce pôle économique, dans ses coins et ses recoins les plus insoupçonnables. On revient sur ce plateau pour en parler juste après cet élément. Lancé en 2015, c'est en 2021 que ce projet a été concrétisé. D'Antokpa plus que marché. C'est un catalogue de 212 pages du photojournaliste Maciel Dansou. Un ouvrage qui promeut la valorisation de la culture africaine en général et celle béninoise en particulier à travers le marché d'Antokpa. Si D'Antokpa était un personnage, D'Antokpa allait être comme peut-être les rois Bianzin, les Glélé en son époque. Parce que D'Antokpa a beaucoup d'histoires à raconter. Et surtout en Afrique de l'Ouest, on ne prend pas d'importance pour les archives. J'ai été dans beaucoup de structures ici depuis les 5 ans que je suis revenu au Bénin, après 20 ans à l'extérieur. J'ai vu que nos archives ne sont pas dans les normes. La manière de protéger les archives, la manière de collecter les données, la manière de les garder. Je pense que demain, nos enfants vont nous demander D'Antokpa, ça ressemble à quoi? Là, on va vers les archives. On retrouve le livre D'Antokpa plus qu'un marché ou la vidéo D'Antokpa plus qu'un marché. Alors j'ai décidé de faire ce travail-là avec mon équipe pour pouvoir archiver D'Antokpa et pour aussi vous et nos enfants. Un travail d'archivage qui vient immortaliser le marché d'Antokpa pour la postérité.
Cette œuvre de l'esprit constitue aujourd'hui un outil de promotion touristique et un produit marchand pour le Bénin sur la scène internationale. Je pense que c'est un bel outil au niveau technique déjà, parce que la qualité des images, le montage et la présentation finale, on peut porter ça partout. C'est aussi un outil de promotion de la destination Bénin. C'est un prototype de ce que les industries culturelles et créatives peuvent produire en termes d'objets inspirés par l'art et la culture. Donc tout cela, ça génère une économie derrière laquelle l'artiste peut capitaliser son investissement. Nous n'avons pas toujours la culture du patrimoine. Et lorsqu'on veut construire quelque chose, lorsqu'on veut arranger un endroit, l'habitude c'est de tout raser. Je crois que c'est une erreur que nous commettons. Il faut faire des captures d'images. Il faut que les générations à venir puissent avoir en mémoire les images de cet endroit qu'on a détruit. Et ailleurs, ça se valorise. Ailleurs, c'est une filière, pour parler ainsi. C'est un ouvrage de qualité. Un document qui vient mettre en lumière les atours de ce grand marché de l'Afrique de l'Ouest. Il ajoute ainsi une valeur historique et patrimoniale au Bénin. Et voilà qui donne le ton de notre immersion dans ce marché devenu pratiquement un patrimoine pour les Béninois. Et ce travail a été réalisé par Martial Dansou. Bonjour. Bonjour, Monsieur Balogun. Merci d'être avec nous ce matin. Merci beaucoup. Alors, Martial, un catalogue sur le marché d'Antokpa. On va dire, pourquoi faire? Bon, d'abord, je dirais une œuvre artistique. Oui. Un tel, c'est une œuvre d'esprit. Oui, oui. Et c'est une œuvre d'esprit inspirée par les esprits. Donc les esprits étaient avec vous. Les esprits étaient avec moi. Oui. Parce que sans les esprits, je pense que cet ouvrage ne verra pas ces jours et ne verra pas jour. Parce que d'abord, je n'ai jamais pensé que je ferais tel travail. Ouais. Je suis revenu au Bénin après une vingtaine d'années à l'extérieur. Oui. Et un jour, je rentrais. Bon, j'avais des invités qui venaient me rendre visite au Bénin fréquemment. Et je les amène dans le marché d'Antokpa pour faire leur ravitaillement. En tant qu'un artiste, photographe, photojournaliste, je dis, ce marché-là, je ne l'ai jamais connu de tel. J'ai commencé à connaître le marché mieux. Alors, avant, je passais dans le marché, je passais sous le marché pour aller à Porto Novo. Je n'ai jamais rentré dans le marché d'Antokpa en tant que Béninois. Je ne connaissais même pas le marché d'Antokpa en tant que Béninois. Ce n'est pas les étrangers, mes visiteurs que j'ai commencé maintenant à connaître le marché. De là où je me suis allé, je me suis demandé pourquoi ne pas faire quelque chose sur ce marché. Cela date de 2015. Depuis 2015. Depuis 2015. Ça fait il y a 5 ans. 5 ans déjà. Alors j'ai commencé à penser. D'abord, j'ai démarré par chercher à savoir s'il y a déjà en place quelque chose qui a été déjà fait sur le marché d'Antokpa. Je suis rentré dans les archives, sur les réseaux sociaux, sur le net pour voir Google qu'est-ce qui a été déjà fait comme document ou documentaire sur lequel vous pouvez vous baser. Exactement. Mais... Là, je n'ai pas trouvé beaucoup de choses. J'ai trouvé des trucs spécifiques. Par exemple, il y a des ONG qui ont déjà réalisé des choses sur les travaux forcés, les vies d'Omégon, les travaux des enfants sur le marché, et ce qui ne révèle pas les potentiels de ce marché. Il faut dire que c'est le plus grand de l'Afrique de l'Ouest. De l'Ouest, exactement. C'est ce que je voyais sur le net moi-même, mais je n'ai jamais... Bon, je pensais que c'est une aberration de dire que... on le dit juste comme ça, quoi. Exactement. Alors, c'est de là que j'ai commencé. D'abord, je me suis rentré dans les archives du Bénin, disons. J'étais allé à l'Archive nationale, j'ai passé pratiquement une demi-journée là-bas. Ils sont sortis en me disant qu'il n'y a rien qui a été fait sur le marché d'Antokpa, qui a été archivé sur le marché d'Antokpa. Et ils m'ont envoyé à la mairie de Cotonou
La mairie de Cotonou également m'a dit non, que le marché n'est pas sous le contrôle de la mairie. Vous êtes allé à la Sogema? C'est maintenant, la mairie m'a envoyé à la Sogema. J'étais allé à la Sogema aussi, pratiquement rien qui a été documenté sur le marché, concrètement. Alors, même moi, j'ai passé quelques demi-journées aussi dans les locaux de l'ORTB, spécifiquement pour voir s'il y a même les archives de l'inauguration du grand immeuble du marché d'Antokpa, qui est Singbogoula qu'on appelle. L'inauguration, il paraît que c'est le président Mathieu Kérékou qui l'a inauguré. Je disais, il faut que je voie les archives sur ça. J'étais aussi allé récemment, en 2007, le DG de la Sogema à l'époque, M. Tameyon, j'étais allé vers lui, j'ai dit, mais entre-temps, le président Salif Johnson, la présidente libérienne, a visité le marché d'Antokpa et vous étiez le DG à l'époque. Est-ce qu'il y a des photos, des collections, des données, des serges, ce genre de choses? Il m'a dit, il n'y a pratiquement rien. Donc, donc après avoir fait tout ce travail-là, vous vous êtes dit, il faut maintenant que je fasse quelque chose pour laisser ça à la postérité. D'abord, je parle de 2015. En 2015, à l'époque, la manière dont j'ai vu ce marché, j'ai décidé à élaborer un projet pour la promotion du marché. N'en cachons pas, je ne cache pas cela. Au départ, c'est pour faire une promotion du marché d'une manière que quand quelqu'un descend à l'aéroport de Cotonou, il sait que le marché d'Antokpa existe. Et qu'il a envie d'aller dans le marché d'Antokpa. C'est le but du projet au début. Et quelques jours après l'inauguration du chef de l'État Talon et le PAG est en vigueur, il y a un gros projet pour déplacer le marché. Je suis pratiquement déprimé le premier jour. Parce que je dis que mon projet n'a plus rien à voir. Et quelques mois après, j'ai pensé aussi que la promotion, et de l'autre côté aussi, on peut archiver le marché. Parce que quand on dit que quelque chose est le plus grand, ça veut dire que c'est un monument déjà. C'est un monument déjà. Dans 20 ans, dans 30 ans, on puisse dire le marché d'Antokpa, qu'est-ce que c'était? Exactement. Et ça, et votre catalogue. C'est de là où j'ai changé les langages de ce projet. Immédiatement, j'ai dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Au lieu de dire aux gens, venez au marché d'Antokpa, faire un catalogue qui sera distribué dans les agences de voyage, tout ça là. Il faut qu'on fasse quelque chose vraiment plus costaud, qui sera vraiment très minutieuse. Oui, exactement. Alors, vous avez passé 5 ans, si j'ai bien compris, dans le marché. Comment est-ce que ça s'est passé? Vous êtes allé au contact des vendeuses pour leur dire je peux vous prendre en photo, ou comment est-ce que ça s'est passé? Racontez-moi un peu comment vous avez fait ce travail-là durant 5 ans dans le marché. D'abord, j'ai commencé par aller vers les autorités. J'étais allé d'abord pour voir, quand on dit le marché est installé sur 22 hectares, qu'est-ce qui prouve que c'est 22 hectares? Parce qu'il ne faut pas donner des données qui ne correspondent pas, qui sont faux. Alors, j'étais allé à l'hygiène. D'abord, j'ai commencé par l'hygiène pour savoir s'il y a des données cartographiques qui représentent la superficie du marché. Et là aussi, j'ai eu des contre-réponses en disant je n'avais pas eu... il n'y avait pas d'ouverture vraiment pour me fournir ces données. L'accès aux informations, c'était difficile. Alors, j'étais allé vers la Sogema, qui est l'organe de gestion du marché. Et aussi, je les ai expliqué sur le projet, mais du fait que le marché doit être déplacé, il y a toujours de réserves par rapport à l'acceptance de ce projet. Parce que, je les comprends aussi. Si j'étais à leur place, je suis à leur place aussi. Certainement parlant, j'aurais cette réserve, réserve là. Et au niveau du marché, quand vous êtes entré dans le marché après, j'imagine que vous avez eu accès, on vous a donné l'autorisation d'entrer dans le marché. Oui. Ça s'est passé comme ça. Ça s'est passé comme ça. Mais d'abord, bien avant ça, j'ai passé sans caméra circuler le marché sur des jours pour connaître les recoins du marché. Et oui, j'ai fait un travail de repérage sur des mois. Sur des mois. Pour voir qu'est-ce qui se vend où, etc. Et
parler avec des gens et voir si je peux avoir d'accès facile à l'information. Je peux rentrer dans la vie des gens pour discuter avec eux parce que c'est pas un travail, je dirais, seul. Sinon, c'est un travail d'équipe. Un travail d'équipe. Quand vous voyez cet ouvrage, je suis le visionnaire, le porteur du projet, mais derrière, il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes derrière le projet. D'abord, le projet a été financé par la coopération suisse au Bénin. Ok, d'accord. Alors, j'ai le livre « Dantokpa plus que marché ». C'est-à-dire, ce titre-là, comment est-ce que ça vous est venu? En fait, j'ai expliqué ça dans l'article que j'ai distribué le jour du lancement. En fait, je cherchais un nom pour ce projet. J'ai dit, d'abord j'ai écrit Dantokpa, la légende. Oui. J'ai dit Dantokpa l'unique et j'ai mis Dantokpa plus qu'un marché. J'ai choisi les trois noms-là. Et j'ai quand même aimé Dantokpa l'unique que les restes des titres. Oui, parce que c'est quand même unique. C'est unique, exactement. Je suis revenu à la maison, j'ai discuté avec ma femme. Ma femme disait, mais Dantokpa l'unique, il y a un livre qui s'appelle Dantokpa l'unique, c'est comme, c'est vague, c'est quelque chose qui... Ok, c'est pas intéressant. C'est pas si intéressant. Et elle m'a dit, bon, pourquoi ne pas choisir Dantokpa plus qu'un marché? Je lui ai demandé, mais convainc-moi, pourquoi tu dis Dantokpa plus qu'un marché? C'était là, elle m'a dit que, mais tu sais que le marché doit être déplacé et tout ça là, mais Dantokpa demeurera toujours et c'est plus qu'un marché. Plus qu'un marché, c'est un monument. Tu vois. Et elle m'a convaincu. En fait, c'est ma femme qui m'a convaincu en disant que de choisir Dantokpa plus qu'un marché. Sinon, moi, je préfère toujours Dantokpa l'unique. Non, elle a raison, parce que Dantokpa, c'est vrai que c'est plus qu'une légende. Dantokpa, quand on voit l'histoire qu'il y a derrière ce marché-là, même, on se rend compte que sur plusieurs années, ce marché a été entretenu et déplacer maintenant le marché, il faut forcément... C'est-à-dire, ça va rester dans les mémoires. On va continuer à parler de Dantokpa. Donc, c'est vraiment plus qu'un marché. Elle a raison de le dire. Oui, je l'accorde sur la... Alors, votre catalogue vend un peu la destination Bénin parce qu'au-delà de... vous l'avez dit au départ, l'idée, c'était de promouvoir le marché. Qu'on le veuille ou non, ça vend le marché. Ça vend les spécificités du marché. Parce que le marché, vous l'avez dit, dans ces recoins, il y a des coins où on vend la tomate. Il y a d'autres endroits où c'est d'autres choses qui sont vendues. Donc, au-delà de ce caractère de vente de la destination du marché Dantokpa, qu'est-ce qui est recherché en plus? Au fait, quand on dit que le projet c'est de vendre Dantokpa, et quand vous voyez le livre aujourd'hui, l'ouvrage aujourd'hui, c'est plus costaud que son original planifié parce que l'original... Dans son originalité, vous pouvez montrer le livre là. Dans son originalité, c'est un catalogue qui devait être à la portée de tout le monde. Mais voilà, ceci, c'est plus à la portée de tout le monde. C'est lourd, c'est plus lourd. Et le coût aussi, c'est un peu cher. Cela veut dire que c'est pas à la portée de tout le monde. Avant, c'était un projet conçu qu'on peut créer des petits catalogues qu'on peut même distribuer de façon gratuite. Et quand on parle de l'archivage, c'était des trucs un peu... C'est pour cela qu'on a décidé de le faire ainsi et qui sera pour les structures, les grandes structures qui veulent garder les mémoires de Dantokpa et les organisations, les musées, les ambassades peut-être, parce que ça fait partie du quotidien du Béninois. Alors, si je comprends bien, le catalogue en l'état actuellement, vous le vendez. Ce n'est pas d'accès gratuit à tout le monde. Ce n'est pas d'accès gratuit à tout le monde. Mais quand on parlait de promotion touristique, avant, c'est une magazine qui peut être distribuée dans les avions pour que les gens puissent venir à Dantokpa. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est un truc pour les connaisseurs et ceux qui veulent vraiment l'avoir. Alors, est-ce que ce catalogue-là, vous avez prévu mettre ça au moins dans les bibliothèques pour que nos enfants, nos petits-enfants, dans plusieurs années, quand ils vont à la bibliothèque, ils puissent consulter cela? Au fait, déjà, le catalogue, je le dirais, le catalogue la coopération suisse a financé 50 copies du catalogue déjà qui
est en distribution. Il y a l'université qui a déjà eu sa part, et il y a la mairie de Cotonou, et on va déposer sûrement à la Sogema. Il y a le ministère de la Culture déjà, le ministère des Sports qui a déjà la copie, le ministère du Commerce aussi qui a déjà la copie. Beaucoup ont déjà la copie de ce livre. Et même la présidence. Même la présidence, oui, forcément, parce qu'un travail comme ça doit être accompagné par les autorités au plus haut niveau. Vous avez évoqué brièvement les difficultés que vous avez rencontrées au niveau du marché. Je voudrais m'intéresser, est-ce que au niveau des vendeuses, vous avez rencontré des difficultés? Parce que ces dames-là, ce sont elles qui alimentent ce marché-là. Est-ce qu'elles ont été réticentes à votre projet? Oui, elles étaient réticentes. Pas parce que elle n'aimait pas l'idée. Sinon, au fait, le projet a été fait sur 2 phases. La première phase, c'était déjà 5 ans passés. J'ai fait plus de 3000 photos sur le marché d'Antokpa, même avant les nettoyages de Berge, Lagunet, tout ça. Là, j'ai déjà fait plus de 3000 photos que j'ai déjà documenté. Oui, j'ai déjà sauvegardé, archivé. Maintenant, ce catalogue, c'est à peine 5 photos qui sont datées de 5 ans dedans. Sinon, les photos qui sont dedans sont des photos récentes. Parce qu'il y a eu photos de l'année passée, de 2000, exactement. Il y a les travaux d'assainissement sur le marché, dans le marché, tout ça. Alors, à l'époque, j'ai recommencé à travailler sur le projet en mars ou en avril 2000. Oui, et c'est le moment où la COVID-19 a commencé ses ravages. En 2020. La COVID a commencé ses ravages. Et il y avait tellement de tensions dans le marché parce que, au fait, les gens doivent porter des masques, gestes barrières et tout ça qu'on sort. Et il y avait trop de tensions. Et il y a de mes ventes aussi à cause de la fête de Covid. Alors, il y a beaucoup de femmes du marché qui n'étaient pas contentes parce que tu viens dans le marché, bon, il n'y a pas beaucoup de clients, et à cause de Covid, tu viens encore exactement. Et je dirais aussi que il y a des moments où quand on rentre dans le marché avec les caméras, des appareils, les gens commencent à porter leur masque en pensant que c'est l'État qui nous envoie à faire le recensement sur ceux qui ne portent pas de masque ou on nous dit non, nous sommes ici pour un travail. Oui. Et c'est là, certaines comprennent et certaines ne veulent pas. Et on les laisse. C'est comme ça. Et non seulement ça aussi, parce que le déplacement du marché aussi était un sujet du jour. Et beaucoup de gens pensent aussi que c'est dans le cadre du déplacement du marché que les agences de la presse rentrent dans le marché pour tout juste... tu vois. Mais aujourd'hui, comment on va déplacer le marché? Votre catalogue va rester? Est-ce que vous avez prévu, parce que déplacer le marché, il y a une partie qui ira vers Glo et consorts, est-ce que votre catalogue, vous avez prévu tout au moins mettre ça au niveau des nouveaux marchés pour que ceux qui auront accès à ces nouveaux marchés, aux nouveaux endroits où les marchés sont installés, puissent se souvenir de là où le marché était et de comment est-ce que le marché était? Non, oui, certainement, le catalogue serait à la portée de tout. Et non seulement ça, il y a des informations. Je dirais, on était au nombre d'une quinzaine de personnes dans mon équipe qui avions travaillé sur ce projet, que ce soit photographe ou vidéaste ou réalisateur et ses consorts journalistes. Alors, nous sommes allés chercher des informations. Et ces informations-là seront pertinentes pour les marchés à venir, les marchés secondaires qui sont en train de construire aujourd'hui. Il y a beaucoup de données qu'on a eues qu'on ne peut pas les mettre toutes ensemble dans cet ouvrage. Je dirais qu'on n'a même pas utilisé 1% de nos données dans ce catalogue vous avez déjà. Pris au total combien de photos? Après les nettoyages, on est resté avec 5000 photos. 5000 photos. Et le catalogue comprend combien de 300 photos. Sur plus de 5000 photos. Oui, exactement. Peut-être qu'il y aura un tome 2 d'Antokpa plus qu'un marché. C'est pas encore. Et non seulement ça, il y a un petit documentaire qui sera aussi accompagné. Et on a fini le projet avec 1 téra de données.
que ce soit vidéo et photo. Ah ben dis donc. Plus d'intérêt de donner de photos et vidéos. Félicitations à vous pour ce travail de documentation que vous avez fait. Merci beaucoup, M. Balogun. C'est très rare de voir un travail aussi fourni de nos jours. Documenter, c'est pas très évident, c'est pas dans notre fort parce qu'on a l'habitude de laisser couler l'oralité. On transmet les informations par la bouche, de bouche à oreille, mais pas très souvent, par écrit, par des photos, par des vidéos. Merci beaucoup. Et j'en profite aussi également pour dire que notre culture, c'est une culture oratoire. Oui. Et on compte culture du conte. Oui. Et en fait, le cerveau peut avoir des défaillances. Tout à fait. Et l'histoire peut se dégrader. Oui. Alors, avoir un document comme ça, avoir la photographie, les photos, les images, ça nous rappelle l'histoire telle qu'elle était. L'autre chose aussi, c'est que j'en profite en même temps pour dire merci à tous ceux qui ont participé. Ne citez surtout pas de nom, pour ne pas faire de jaloux. Et n'oubliez pas les partenaires financiers, la coopération, la coopération suisse. Ne citez pas de nom, vous allez faire des jaloux, ne citez pas de nom. Merci donc à vous, Martial Donsou. On comprend que votre document, votre catalogue d'Antokpa plus qu'un marché, c'est une mémoire pour la postérité. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes photojournaliste et que vous êtes l'auteur du catalogue d'Antokpa plus qu'un marché. Et c'est là-dessus que prend fin Week Echo de ce dimanche. Merci pour votre aimable attention. Retrouvez cette émission sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et à dimanche prochain. Thank you.